Mes motivations, elles ont fait suite à des constats en fait tout au long de la vie, de ma formation. Moi, je suis de formation environnementale, donc tu apprends la fin de la biodiversité, tu apprends le réchauffement climatique, tu apprends l'érosion des sols, tout un tas de choses comme ça là qui sont un peu démoralisants. Et donc moi j'ai commencé à m'intéresser à la protection de l'environnement via des réserves naturelles. Moi je rêvais d'être Nicolas Hulot, un truc comme ça quoi. Et puis en fait rapidement j'ai remarqué un constat au niveau de ces métiers là, t'es vite limité. Une réserve elle a une frontière. Qu'est-ce qui se passe au-delà de cette frontière? Qu'est-ce qui se passe chez les agriculteurs tout autour des réserves naturelles? Qu'est-ce qui se passe si tu protèges 2000 hectares mais qu'en fait autour t'en as 400 millions qui sont ravagés? Et donc rapidement ça me plaisait plus tant que ça, ouais, les réserves naturelles. On côtoyait beaucoup les agriculteurs dans les réserves naturelles et rapidement il y a eu l'espèce de déclic qui s'est fait qu'en fait ça m'intéressait plus de m'intéresser aux 90% de terre plutôt qu'aux 10% de réserves quoi. Et du coup je me suis intéressé à l'agriculture puisque c'est le principal environnement en France. Au début tu peux te dire on va essayer d'avoir une action globale, donc plutôt travailler sur quelque chose de politique, de inciter les agriculteurs, les conseiller, les aider. Et puis en fait rapidement je me suis dit que ça m'allait pas, j'avais pas l'impression d'avoir une action directe, faut forcément se compromettre, faut forcément avoir un chef, faut aller chercher des subventions, voilà. Et donc au bout d'un moment l'agriculture c'est devenu le truc qui me paraissait le plus concret, le plus logique à faire. Je suis pas Einstein, je peux pas inventer un réacteur à fusion nucléaire qui solutionnerait tous nos problèmes quoi. Donc ça m'a semblé évident que l'agriculture, avec ce que ça apporte, avec les capacités qu'on a, on peut faire à peu près ce qu'on veut, on peut inventer le projet qui nous ressemble aussi. Il y a quelque chose de personnel quoi, on apporte sa réponse à soi. Et voilà, c'est un métier hyper épanouissant. On côtoie du vivant, on est en contact avec la nature, on voit les choses évoluer, voilà. C'est quoi l'écoferme des Mille et une pattes? C'est ça. Et c'est une ferme en polyculture élevage, en bio. On essaye de faire au mieux, voilà, sans prétention, sur toutes les problématiques qu'on connaît. Polyculture élevage, vaches, poules pondeuses, céréales. Donc les activités de la ferme, c'est production d'œufs, production de viande, avec 2 races anciennes qui sont les Highland et les Nantaises. Vache à viande, ouais. Production de céréales, donc pour l'instant majoritairement sarrasin, aussi les céréales des poules, mélange céréalier en métail. On fait aussi de la rillette à la réforme des poules, et là il y a du blé qui pousse, blé panifiable. C'est avant tout faire cohabiter des hommes avec tout un tas de bestioles autour, donc à savoir les vaches, les poules, les prairies, les arbres, les céréales. En gros, j'ai condensé tout ce que je connais, j'essaye de répondre à tout ce que j'ai appris, c'est-à-dire il y a des problèmes de carbone, on fait ce qu'il faut pour le carbone, il y a des problèmes de biodiversité, on fait ce qu'il faut pour la biodiversité. Et puis j'ai quand même gardé quelque chose d'intéressant de mes formations, c'est donc on dit en écologie scientifique que l'important dans un écosystème c'est la diversité et la complexité. Ça, c'est vraiment les 2 piliers que j'ai envie d'avoir sur la ferme. Donc diversité, on essaye d'avoir beaucoup d'activités différentes. Et complexité, c'est encore plus important, c'est que les différentes activités elles soient entremêlées, c'est-à-dire que les déchets des uns soient les ressources des autres, que les actions des uns servent aux autres, etc. Qui je suis? C'est-à-dire Ah oui, je me rappelle que j'avais vu ça, ouais. Mais je savais pas trop qu'est-ce qu'il faut répondre. J'avais marqué je suis un petit garçon, mais je savais pas. Je suis Jocelyn, l'initiateur du projet. Donc le projet de l'écoferme des Mille et une pattes, c'est un projet libre qui se revendique pas d'une école en particulière, sans approche définie, sans objectifs qui sont définis par des livres où voilà, on essaye de faire au mieux. Même si j'avais des envies très précises, elles sont destinées à évoluer puisque de toute façon il y a 2 nouveaux porteurs de projets qui arrivent sur la ferme. Ma compagne qui vient me relayer sur les poules pondeuses et sur 2 nouvelles activités aussi sur la ferme. Il y a Yann qui est paysan sorbetier qui veut transformer des fruits rouges, des physalis, divers petits fruits et qui fait des sorbets avec. Et il y a Bastien qui fait du miel, qui a ses ruches sur la ferme et sur d'autres fermes. On fait un gros coup de perceuse à 10 mètres, ça se verra pas. Ah oui, et en 3 ans les arbres ils sont foutus quoi. Là c'est peut-être une solution. Je m'énerve Lucas. Ouais, c'est mieux. Je pense qu'il y a de la viande et Donc en 2017, Terre de Liens recherche un porteur de projet pour 25 hectares à côté de Nantes. C'était assez inédit pour Terre de Liens parce que normalement Terre de Liens, ils ont un porteur de projet qui vient les voir, qui n'arrive pas à accéder à du foncier
Et Terre de Liens aide le porteur de projet à trouver de la terre. Et là, en fait, le porteur de projet qui avait demandé ces terres-là s'est désisté. Et or, Terre de Liens avait déjà commencé à engager les procédures pour acheter les terres, donc ils se sont retrouvés avec 25 hectares sans personne pour les exploiter. Du coup, ils ont fait un appel à projet. Et donc, on était une quinzaine au début, puis 10, puis 8, 4. Et pour finir, c'est mon projet qui a été choisi. Du coup, voilà, ça donne 2017, candidature Terre de Liens, 25 hectares donc ici à Carquefou. Ensuite, on récupère 4 hectares pas très loin puisque l'ancien exploitant avait l'habitude de l'utiliser. Donc on passe quasiment à 30. 2018-2019, le conseil départemental nous propose environ 8 hectares supplémentaires. Et donc voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui on arrive environ à 35 hectares. Donc au début c'était de la poule pondeuse uniquement, donc un poulailler. Assez rapidement on a ramené donc les Highlands et les Nantaises. Et donc depuis il y a 6 poulaillers de 300 poules et une trentaine de vaches. Avec des Nantaises, des Highlands et quelques Salers. Pourquoi l'agroforesterie? A priori c'était pour le carbone, pour la biodiversité, parce qu'on m'a dit que c'était bien en fait tout simplement. Moi j'applique juste dès que j'entends quelque chose qui est recommandé. À une époque on disait que si toutes les fermes faisaient de l'agroforesterie, en gros toutes les émissions françaises sont compensées, on est même en négatif. Donc voilà, ça me paraissait évident que je devais faire ma part de stockage du carbone. Et puis a posteriori en fait c'est surtout une histoire de beauté, en fait ça change le paysage, des grandes parcelles qui étaient toutes rectangles, et bah ça leur met de la perspective, on voit les oiseaux se poser dessus, enfin voilà, c'est aussi le beau quoi. Après on a des sols fragiles, donc c'est aussi nécessaire, je pense sur du long terme, qu'il y ait ces arbres qui entretiennent la fertilité des sols, parce que c'est des sols très sableux ici. Et puis après, mine de rien, bah, dans une ferme, on consomme forcément du gasoil. Et ça me rassure quand je prends le tracteur ou la voiture, je me dis bah il y a une partie de ce qu'on émet qui est compensée quoi. Donc j'ai choisi les races Highland et Nantaise. La Nantaise j'y tenais parce que bah, on est à côté de Nantes, il faut soutenir cette race qui est en voie d'extinction. Elle était adaptée au milieu. Après la ferme était tellement en mauvais état, tellement en friche, il y avait de la ronce à peu près partout, il y avait des orties, enfin tout un tas de plantes qui sont pas forcément ni très productives ni très intéressantes pour les vaches. Il y a aussi de nombreuses zones humides sur la ferme. Donc l'idée, vu que moi en formation environnementale on parlait beaucoup des Highlands, on mettait souvent ça dans des zones qui avaient besoin d'être entretenues ouvertes. Et bah, j'ai voulu commencer par faire un mix, surtout commencer par de la Highland et puis ensuite faire évoluer petit à petit le troupeau vers de la Nantaise. Et en fait, quand la Highland est arrivée, rapidement je me suis dit bah non en fait j'ai pas envie de l'oublier quoi, elle est géniale cette race aussi. Donc voilà, je reste avec un troupeau qui va au fur et à mesure être composé moitié-moitié de Nantaise et d'Highland. Les deux sont adaptés au sol pauvre, au sol trop humide. Elles tiennent finalement bien la sécheresse aussi. C'est des bêtes qui sont tout le temps dehors, tout le temps en plein air. Quasiment jamais de stabulation. Donc elles font leurs petits toutes seules. Elles savent entretenir des zones fragiles parce que c'est des plus petites bêtes que des vaches modernes. Donc elles vont moins détériorer les prairies. Elles vont pouvoir marcher plus longtemps sur des prairies qui sont boueuses. Et donc moins les massacrer. Le fait que les Nantaises et les Highlands soient des petites, on dit des petits poids de carcasse, c'est ce qui fait notamment que ça a été abandonné ces races-là, parce que quand on travaille aujourd'hui en intégration où le but c'est d'exporter le plus de viande possible, c'est moins intéressant. Un camion vient, on envoie 10 vaches dedans, les 10 se font abattre. Et du coup, dans ce cas-là, plus la carcasse est grosse, plus c'est intéressant. Quand on est en vente directe, c'est différent. Il faut qu'on assume nous-mêmes de vendre toute la bête. Et du coup, dans ce cas-là, c'est intéressant d'avoir des bêtes qui finalement sont pas si grosses que ça. Moi, sur une femelle, on peut avoir environ 200 kg.
sur un mâle, rarement plus de 300. Donc ça fait finalement des petites ventes où avec, là on a eu 30 clients sur la dernière vente et voilà, les 200 kilos de la bête avaient été vendus. Moi il y avait un truc que je voulais pas, où je me suis toujours dit ça, c'est pas question d'abattre une bête si je perds 1 kilo de viande, quoi. Enfin, c'était impossible pour moi de faire ça, donc voilà. En général, nos bêtes, avant même qu'elles soient abattues, on envoie un formulaire et elle est réservée avant même d'être abattue. Voilà. La dernière vente, en 2 jours, on a eu tout de réservé en 2 jours. Ouais. Et alors ça a été la surprise. Je m'attendais, parce que les éleveurs environnants, c'est ce qu'ils en pensaient, ils disaient bon bah ça c'est des animaux qui vont être un peu sauvages, ils ont des grandes cornes, ils ont des poils longs pour les Highlands, les Nantaises c'est un peu foufou, c'est ancien comme animal, et en fait il s'est avéré que les 2 races sont super dociles, super agréables. Bon après c'est encore une fois, c'est comme d'autres choses, c'est la relation aussi qu'on travaille. Moi j'essaye de prêter beaucoup attention à ça, de prendre du temps pour les caresser, les brosser. Mais il s'avère que c'est des bêtes qu'on peut quasiment promener en laisse. Les seuls moments où j'ai été en danger, c'est pas parce qu'elles ont voulu me charger. On n'a jamais vu une de nos vaches charger qui que ce soit en fait. Les seuls moments où il y a eu des problèmes, c'est parce que entre elles, ça arrive qu'elles se battent et que si on est trop proche, bon bah si on fait pas attention, ça fait ricocher. Mais sinon, que ça soit le taureau, les mères, les petits, jusqu'à présent, c'est vraiment des bêtes super agréables, super dociles. C'est quoi qui me donne le smile? C'est une journée où justement on a une vache avec qui on arrive à faire à peu près ce qu'on veut, qui se laisse vraiment approcher, caresser, notamment quand on a une naissance et que la mère, le petit à peine né, normalement elle est censée être un peu sur la défensive, mais celles qui sont maintenant les plus anciennes vaches présentes sur la ferme, qui ont vraiment un historique avec nous, et bah même un petit fraîchement né, elle nous le laisse l'approcher, et là c'est ouais, ça fait... on passe une bonne journée après ça en général. Attention, il y a le taureau qui arrive à droite. Le vilain taureau méchant. Ah ouais. Un taureau très violent. Mais voilà, juste, il va pas faire exprès, mais il va boxer un autre et toi tu vas être sur la route. Et Quantum, c'est le poupoule. Ça va, copier. C'est bien. Apporte. Non, apporte. Vai na casa. Allez, vai na casa. C'est bien, ça va. Vai na casa. C'est bien, ça va. Bravo. C'est bien, ça va. Et bah... Comment on prend soin de l'humain ici? Moi d'abord la question je l'ai pensé un peu en global quoi, c'était le projet ici de la ferme, bah, ça répond en fait à moi une crainte que j'avais, donc c'est quelque chose que j'imagine que la société a, c'est qu'est-ce qu'on a comme avenir possible, et donc bah, on fait un essai de qu'est-ce que ça peut être une ferme quoi. Est-ce qu'il y a un avenir possible à l'élevage, est-ce qu'il y a un avenir possible à la production, à utiliser des tracteurs, est-ce que c'est quelque chose de durable, donc on essaye une façon de faire, et je me dis que bah, cette ferme un jour si les choses tournent mal, j'en sais rien moi, si la collapsologie c'est quelque chose d'avéré ou pas, mais dans tous les cas l'idée c'est que ici si tout fonctionne bien, si l'écosystème il est là, si on a trouvé un équilibre, et bah ça fera une oasis, un refuge, quelque chose qui pourra servir à des gens pour repeupler, pour diffuser des façons de faire, ou alors en tout cas on se sera bien amusé et ça sera un lieu pour un dernier baroud d'honneur. Je m'étais dit ça. Un dernier baroud d'honneur, c'est une expression quand tu dis, tu sais que t'as perdu, tu sais que c'est foutu, mais au moins voilà, t'y vas quand même quoi. Du coup, à une autre échelle plus sociale, on va dire, en échelle d'emploi, l'idée c'était de faire un projet qui était un peu plus gros que moi ce que j'avais besoin. Le but c'était pas de m'enfermer en fait dans un trop petit projet. Ça va un peu à l'encontre d'un truc que je pense à une époque où on dit small is beautiful, des choses comme ça. Moi l'idée c'était de créer un peu aussi de l'emploi pour d'autres personnes qui en veulent. Moi j'ai galéré pour arriver sur cette ferme, ça a été difficile. Et donc d'un côté, créer un volume d'activité, bah, c'est offrir de l'emploi à quelqu'un qui n'a pas la prétention de devenir chef d'exploitation et qui voudrait juste être salarié, mais c'est aussi en fait être un minimum à l'aise, avoir une ferme qui tourne, pour dire que quand quelqu'un va venir avec un projet carrément d'installation chef d'exploitation,
Quelqu'un qui veut vraiment monter un projet, il arrive dans une ferme où voilà, il aura moins à galérer que moi, les bâtiments ils sont en bon état, il y a de l'électricité partout, on est capable d'investir là maintenant, s'il faut acheter quelque chose, on l'achète. Donc voilà, c'est un espèce de cadeau aux personnes qui vont arriver sur la ferme, de se dire voilà, on a fait un peu plus que ce qu'on avait besoin, comme ça on est prêt pour lancer d'autres projets derrière quoi. On essaie aussi de prendre du temps avec les gens qui viennent sur la ferme. Le métier d'agriculteur en fait c'est épanouissant parce qu'on peut faire à peu près tout, on peut faire de l'électricité, de la plomberie, de la charpente, et donc les gens qui viennent, c'est génial de voir quelqu'un qui a jamais bricolé toucher un poste à soudure et se rendre compte qu'en fait n'importe qui est capable de souder 2 pièces et que ces 2 pièces elles sont capables de soulever une voiture s'il faut quoi. Et ça les gens ils savent pas en fait. Donc ce projet là, ce que j'aime bien c'est qu'il redonne aux gens la possibilité de construire à peu près ce qu'ils veulent. On a des gens qui viennent construire des instruments de musique, on a un gars qui fait sa tiny house ici, donc voilà, c'est se réapproprier les savoirs humains parce qu'on a beaucoup de matériel, on peut répondre à beaucoup d'envies des gens qui ont un projet personnel quoi. Là, il y a un grand plan de travail avec un poêle ici. Un plan de travail. Bonjour, Gilles Dabaronnet, vous êtes le créateur de cette tiny house et vous vouliez mettre, je crois, des... on refait, on recoupe. Est-ce que vous devez avoir des low-tech dans votre tiny, des systèmes un petit peu... Ça me fait plaisir que vous me posiez la question parce qu'effectivement, il y aura énormément de low-tech dans la tiny. Alors déjà on peut parler des capteurs solaires. Donc les capteurs solaires, il y en aura peut-être un sous la fenêtre de la cuisine là, ou alors un par là à l'extérieur, et ça permettra de chauffer l'air avant que l'air ne rentre dans la maison. Ça chauffe l'air. Ça chauffe l'air exactement, de manière passive avec le soleil. C'est génial. Ok. Et il y aura peut-être aussi... Donc les principaux piliers que moi j'applique, c'est toujours pareil. Les piliers fondamentaux d'un écosystème qui sont censés s'appliquer, c'est le maximum de diversité et le maximum de complexité. Donc ça, c'est les grandes tendances, des grands mots qui veulent pas dire grand-chose, mais qui doivent inspirer chacune des actions. Et puis après, il y a des choses beaucoup plus concrètes, vraiment, où si on l'applique, n'importe qui peut faire la même chose sans trop se casser la tête. Mais donc planter des arbres, c'est accessible à tout le monde. Donc on a planté un maximum de haies tout autour de la ferme, on n'a pas fini d'en planter. Ensuite, il y a en intraparcellaire l'agroforesterie. On a un recours au labour qui est quasi exceptionnel. Pour l'instant, j'ai eu besoin une fois d'en faire en 3 ans. Dans la même lignée, il y a ce qu'on appelle le cercle agro-sylvo-pastoral. Donc normalement, c'est ce qui est censé être plus ou moins ce qu'il y a de mieux pour la terre et pour le sol, c'est-à-dire avoir une continuité entre les arbres, les prairies, les céréales et puis les animaux qui viennent manger au milieu de tout ça. Donc on a à peu près une copie très simplifiée mais qu'on va essayer d'améliorer pour que ça ressemble à un écosystème qui fonctionne et qui crée pas trop de problèmes. Après il y a des petits détails, les achats de tracteurs qu'on a fait, on les a achetés d'occasion, on se dit que c'est donner une autre vie à des objets pour pas qu'ils finissent trop vite à la déchetterie. On a acheté pour le coup du matériel, encore une fois d'occasion, mais des outils de décompactage, de travaux de sol superficiels. Les prairies elles permettent d'enrichir le sol sans avoir besoin de recours à des engrais, et les animaux qui viennent faire leur bouse là-dessus, selon moi c'est ce qu'il y a de mieux quoi. Après je suis ouvert en fait à d'autres façons de faire. Je pense qu'un des trucs qui manque encore c'est la maîtrise des couverts végétaux. Ça c'est un boulot qu'il faudra faire, un petit truc en plus qui va permettre vraiment de se dire qu'on fait le maximum pour la terre en tant que surface de sol vivant quoi. Après si c'est la terre plus globale, au niveau carbone et au niveau biodiversité, je pense qu'on n'est pas loin du top quoi. On donne, on troque, on partage. Sur une ferme, il y a plein de... On dit les aménités, c'est un vieux mot, mais il y a des gens qui viennent prendre du fumier, des gens qui viennent prendre de la paille. Donc ouais, à force de partager avec les gens partagent aussi des choses avec nous. Donc on échange des compétences, des gens connaissent des choses, nous on en connaît d'autres. Et puis finalement, tout le monde apprend des nouvelles choses. On a Biocop, par exemple, qui nous donne ses invendus de pain. Donc ça nous permet de tisser une super relation avec les vaches. Ça nous permet vraiment de travailler avec elles le relationnel. Nous, on leur livre les œufs. Et puis, ça peut être l'occasion de leur faire une petite photo des vaches dans leur rayon aussi pour que les gens voient que c'est du concret qu'ils font, c'est pas juste de la vitrine. Donc on partage de l'espace avec des musiciens, des artistes. Il y a eu le camp Alternatiba qui a eu lieu à la ferme cet été. On a fait venir des artistes en concert. Ça a été un des objectifs de la ferme, c'était de garder une ferme ouverte qui partage parce que c'est ma vision. Il y a des agriculteurs, ils veulent être tranquilles chez eux, ils veulent pas être embêtés. Mais moi je considère en fait que c'est normal d'être ouvert au public parce qu'en fait on a énormément de surface, notamment là on l'a vu avec le confinement, on était des rois les agriculteurs. Et donc on a de la surface, on a du matériel, on reçoit des aides de l'État et en fait tout ça c'est généré parce que les gens ils payent des impôts aussi et donc en fait on est redevable des gens, même si eux ils sont redevables qu'on fasse à manger pour eux. Moi ma vision, même si je comprends que des personnes veulent rester tranquilles dans la ferme, moi c'est que les fermes elles devraient être ouvertes en fait un peu plus aux gens, ça permettrait plus de dialogue, de plus se comprendre aussi entre gens de la ville et agriculteurs. Après moi sur le territoire j'essaye de m'investir, j'essaye de tisser des relations avec les agriculteurs, de partager aussi des ressources. On partage encore une fois de l'espace avec des élagueurs, eux ça leur permet de béner leur bois, ça
ça permet de baisser le broyat. Et puis nous, on est content d'avoir ce broyat, ce bois-là pour le revaloriser. Et après, en termes de partage, je sais pas si c'était le sens aussi de la question, mais je me suis dit qu'il y avait aussi la communication. Donc on peut suivre les nouvelles de la ferme avec Facebook, Instagram, et puis même maintenant, il y a un site internet qui s'appelle bêtement, du coup, ecoferme1001pattes.org. Et du coup, l'idée, c'est aussi, encore une fois, de compter sur les gens qui savent mieux faire que moi ça. Donc voilà, c'est pas plus mal qu'il y ait cette vidéo-là aussi, quoi. Ça sera sûrement mieux fait que moi ce que je fais. Alors là, on est en train de chercher des bouses à filmer pour illustrer le caca. Donc on plante chaque année des arbres normalement, on en parle sur Facebook, Instagram, en général on publie un chantier participatif et puis s'inscrit qui veut. C'est l'occasion voilà, à chacun de contribuer à planter plus d'arbres. On a des woofers qui viennent, ça permet de s'investir un peu plus longtemps qu'un week-end, ça permet d'apprendre des choses, ça permet nous de nous donner un gros coup de main. Là on a eu des woofers ces derniers temps qui étaient assez exceptionnels, du coup ça nous a fait vraiment souffler. C'est un métier qui est quand même assez dur et là ça nous a fait vraiment réaliser la partie belle du métier, quoi. Les journées sont les mêmes, on travaille toujours dur, mais en fait le fait qu'il y ait des gens qui viennent, qui donnent un coup de main, on se rend plus compte des bons côtés. Donc ça c'est hyper intéressant, quoi. Allez, on repose. Ah non, ça vraiment non, c'est la traçabilité. Ouais. Non, parce que derrière on facture grâce au bon de livraison. Ah non, là pour le coup, t'es obligé de le faire. Si toi tu veux savoir combien d'œufs t'as livré à ta personne. Donc le client, c'est la ferme accueillir. 12, 20. On a préparé 270 œufs. C'est du calibre. C'est du futur. Tac. Et voilà, la commande est prête. Il n'y a plus qu'à l'embarquer en voiture. Moi j'ai assuré sur le jeu. Et même quand on a pris ça Tu tournes vers la droite, et ben ça grossit. Et si tu vas vers la gauche, et ben ça devient plus petit. c'est bien. Et maintenant on passe comme ça. Si on deuxième. Non, tu touches pas au bouton, Nona. Passer à l'action. On grossit, on rapetit. Et là, est-ce qu'on voit quelque chose? Ah non, on comprend rien là. Même pas traumatisé, t'as vu? Ah oui, le petit mot pour les générations futures. C'était courage, il va y en avoir besoin. Je viens de relire un article ce matin en plus qui disait qu'il y a encore eu 31 espèces éteintes cette année. Donc voilà, ça va être sympa dans les années à venir. Non, ouais, courage et faut aller au bout de ses envies et de ses projets pour après pouvoir se regarder dans un miroir. Moi, ça a été mon choix, quoi. Le goût du rêve. Ouais, c'est ça. Super. Merci Jocelyn. Pas de quoi. À une prochaine. Fungo yenye okolo mo puro